Bonjour, bienvenue dans Dimanche en politique. Dans les semaines qui viennent, vous allez entendre parler impôts, économie, finances. Le projet de budget pour 2025 présenté par le gouvernement jeudi a donné le coup d'envoi de semaines de débats et probablement de rebondissements. Avec au bout du compte, ce que vous allez payer en impôts ou taxes. Comment le gouvernement, qui n'a pas de majorité franche, va s'en sortir? Ça risque d'être la foire d'empoigne. Parmi ceux qui joueront un rôle clé, Éric Coquerel, bonjour. Bonjour, vous êtes président de la Commission des finances à l'Assemblée nationale et député de la France insoumise. On va commencer par parler de la Martinique. Les tensions en Martinique depuis un mois, depuis qu'ont débuté les premières manifestations. Au fil des jours, les violences sont montées d'un cran avec des vols dans les magasins, des actes de vandalisme. Le gouvernement a envoyé les CRS sur place. Dans la nuit de mercredi à jeudi, des incendies ont été déclenchés. L'aéroport de Fort-de-France envahi, malgré couvre-feu et les interdictions de manifestations prolongées jusqu'à demain. La nuit dernière a été plus calme. Depuis des jours, en tout cas, les tables rondes se succèdent pour établir une liste de produits dont les prix pourraient être bloqués, notamment. Éric Coquerel, première chose. Apparemment, le calme est revenu en Martinique. Est-ce que c'est d'abord un soulagement? Oui, parce que les gens en pâtissent. Maintenant, la question, si le calme revient, il faut que des solutions soient apportées à la population. Vous venez de me dire qu'apparemment, enfin, on réfléchit à des prix bloqués. Nous, ça fait longtemps qu'on le demande. À La Réunion, les prix sont bloqués. Ça fait longtemps, par exemple, que vous avez un comité qui réunit les citoyens, l'État, les collectivités, qui donne un panier avec des prix bloqués. En Martinique, ce n'était pas le cas. Il faut comprendre qu'en Martinique, les prix sont... Martinique et dans les départements et régions d'outre-mer en général, les prix sont beaucoup plus chers qu'en France. Le niveau le pouvoir d'achat donc est moindre, et en plus de ça, en général, quand il y a des protestations, mais quand je dis moindre, c'est y compris sur des besoins, des choses vitales, comme l'eau par exemple. Et en face de ça, en général, on envoie d'abord la répression. Donc c'est insupportable. La Martinique, en proie aux manifestations, Mayotte confrontée toujours à l'immigration illégale, la Nouvelle-Calédonie où il y a eu 13 morts autour du projet de refonte du corps électoral qui a été retiré depuis. Estimez-vous, vous, qu'il y a un abandon des Outre-mer? Bien sûr. Bien sûr. Carrément. Mais oui, et on va parler budget. Vous savez que l'an prochain, dans le budget Outre-mer, il est prévu 9% d'amputation des budgets. Voilà ce qui est prévu. Donc comment voulez-vous qu'on résolve et qu'on réponde aux besoins de ces populations? La France, elle ne peut pas gagner au grattage et au tirage. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas être satisfaite d'avoir des départements, régions d'outre-mer qui lui permettent d'être sur tous les océans du monde, par exemple, ce qui en termes de géopolitique, en termes de matières premières et autres, évidemment très intéressant, et puis d'un autre côté, laisser tomber les régions et départements d'outre-mer. Donc, elle doit répondre et permettre que partout, l'égalité règne sur le territoire français, ce qui est loin d'être le cas. Le budget, on va en parler parce que l'heure des comptes est arrivée. L'État s'est fixé comme objectif de trouver 60 milliards l'année prochaine. Tout le monde y participera sur le gouvernement, riche comme moins riche, mais il aura peu de soutien chez les députés. Notre objectif cardinal pour rester crédible, c'est d'atteindre 5% de déficit en 2025. Ce texte, il est perfectible. On a un débat parlementaire pour le faire évoluer. Et je l'ai dit aussi, je m'y engage personnellement. Chaque proposition qui permettra de retirer 1 euro de fiscalité et d'ajouter 1 euro d'économie de dépenses, non seulement on l'examinera, mais on la retiendra à chaque fois que c'est possible, parce qu'on partage le même objectif. Réduire les comptes, baisser la dépense avant tout. Nous sommes très loin du budget de rupture attendu. C'est le musée des horreurs des technocrates de Bercy. On constate et on déplore des injustices fiscales partout et nulle part le redressement durable des comptes de la nation. Les classes moyennes et populaires sont bien mises à contribution, bien plus que les privilégiés et les grandes entreprises. Éric Coquerel, quand on entend vos collègues du Rassemblement national qui disent que les riches ne vont pas payer, que c'est inégal, ce que vous dites aussi pour d'autres raisons, avec d'autres analyses, est-ce qu'au bout du compte, on ne peut pas se dire aujourd'hui que finalement, il n'y aura pas de majorité pour le budget, que le budget sera bloqué? Mais c'est sûr. Je pense que le budget va être battu. C'est évident. Le gouvernement, M. Macron a tenté de mettre sur place un gouvernement qui, soi-disant, a une majorité relative, un peu plus de 200 députés. On voit qu'en réalité, ça n'existe pas, parce que déjà, les députés macronistes disent qu'ils ne voteront pas certains aspects de ce budget. Donc, il n'y a pas de majorité, et normalement, ce budget va être battu. S'il est battu, on verra ce que fait le gouvernement. 49.3, certainement. Il est probable. Michel Barnier en a parlé, qu'il utilise le 49.3, mais sauf que, contrairement aux 2 dernières années, cette fois-ci, je pense que les motions de censure passeront et que le budget tombera, et le gouvernement avec. Qu'est-ce qui vous fait dire que la motion de censure passera? Tout simplement parce que toutes les oppositions vont se coaliser, si on veut.
toutes les oppositions vont s'opposer, ce qui est naturel. On ne peut pas leur reprocher de s'opposer. Particulièrement sur ce notamment parce qu'elle représente quand même le vote des Français en juin dernier, qui a donné une minorité, une ultra-minorité à la politique de M. Macron. Donc, il veut passer en force, il veut faire en sorte que sa politique économique sociale, celle de l'offre, de la compétitivité, de l'austérité, celle qui fait bénéficier les plus riches ou les très grandes entreprises de parts de richesse qu'on n'a jamais vues dans notre République, puisse continuer. Malheureusement, il est minoritaire, et il est minoritaire à l'Assemblée, c'est pour ça que ça ne passera pas. Alors, on va voir aussi dans les jours prochains, parce que vous êtes président de la Commission des finances à l'Assemblée nationale, où tout va être passé au crible, j'allais dire. Qu'attendez-vous, vous, des différents groupes de l'Assemblée nationale? Vous attendez des amendements, évidemment, mais quel genre de choses vous attendez précisément? Moi, c'est pas moi qui attends. Moi, je préside, c'est les groupes. Vous avez un rôle d'animateur. Voilà, moi, je peux parler pour ceux que je représente, c'est-à-dire ceux, en tout cas, qui ont permis mon élection à la présidence de la Commission des finances. Donc, le Nouveau Front Populaire qui a présenté 10 mesures cette semaine. Ce n'est pas les seuls, d'ailleurs, il y en aura d'autres. Et globalement, rien que pour déjà la partie 1 des recettes, je vous le dis à l'avance, dans notre commission, je le sais parce que nous avons une majorité pour, nous allons proposer et faire passer beaucoup d'amendements, j'allais dire, qui taxent encore un peu plus les ultra-riches. Il y a beaucoup plus qu'à aller... On peut aller largement au-delà des 2 milliards qui sont prévus par le gouvernement, taxe les très grandes entreprises qui font des bénéfices et des dividendes records depuis 2017, de façon à arrêter de prendre aux Français sur la question des dépenses publiques, puisque ce budget prend surtout sur les dépenses publiques, qui sont souvent le seul bien des Français les plus défavorisés, des classes moyennes. Pour amplifier l'impôt sur les riches, c'est ça? Notamment, oui. Ça va être votre priorité. Alors, ça peut être par l'ISF, ça peut être par la fin de niches fiscales absolument injustes. Le crédit impôt recherche, par exemple, on en parlera peut-être tout à l'heure avec des entreprises comme Sanofi, c'est-à-dire un crédit impôt recherche qui pèse 7 milliards et qui va vers des entreprises qui, en plus de ça, ne créent pas de laboratoires de recherche. Vous voulez supprimer ce crédit impôt recherche? En tout cas, en partie, on veut faire en sorte que les très grandes entreprises qui en bénéficient depuis des années, comme Sanofi, ne puissent plus justement en tirer avantage tout en supprimant des laboratoires de recherche. Ça, c'est pas possible. Les Français le comprendront. Michel Barnier s'est mis comme objectif de trouver 60 milliards donc en 2025. Il dit, lui, le Premier ministre, avoir découvert une situation financière catastrophique. Vous avez émis l'idée que votre commission des finances devienne une commission d'enquête parlementaire. Est-ce que vous allez le demander? Oui. Cette semaine, mercredi, je vais demander à ma commission si elle accepte de devenir, de proposer d'être une commission d'enquête. Parce que, si vous voulez, le problème qui se pose derrière, en gros, on est passé, à un moment donné, en 2023, on nous a dit qu'il y aura 4,4% de déficit. Et puis, tous les 2 mois, ça a changé. On arrive à 6,1% de déficit en 2024. Et le problème derrière ça, c'est que c'est la crédibilité de la France. Jusqu'à maintenant, la France est considérée comme ayant un appareil d'État qui donne des chiffres justes sur lesquels, notamment, tous ceux qui nous prennent de l'argent peuvent tabler. Vous comprenez bien qu'à partir du moment où il y a cette incertitude, c'est extrêmement grave. Il faut comprendre pourquoi ça... Vous voulez entendre qui? Les ministres de l'époque, les fonctionnaires de la Direction générale du Trésor. On va essayer de comprendre comment tout ça a dérapé à ce point-là, alors même, je le rappelle, que si vous regardez les vidéos de l'époque, parce que c'est pratique, nos débats sont publics, donc il suffit de regarder, nous avions tous, quasiment tous les groupes de l'opposition, et moi, dans notre commission de défense, dit vos chiffres n'ont aucun rapport avec la réalité, on nous avait rayonné. Vous voyez le bilan. Est-ce que vous soupçonnez même le gouvernement, voire même Emmanuel Macron, d'avoir voulu cacher la vérité sur l'état des finances publiques? Écoutez, c'est soit de l'insincérité, soit de la cécité. Mais les deux sont aussi graves. Pas du mensonge? Insincérité, c'est du mensonge. Si c'est insincère, si on les a maquillés volontairement, c'est pour ça que je voudrais que ma commission d'enquête se mette en place, c'est évidemment grave. Mais si c'est de la cécité, c'est-à-dire si c'est de l'aveuglement sur les dégâts d'une politique menée qui, depuis 2017, a fait en sorte que par an, maintenant, il y a 62 milliards de recettes en moins pour l'État, et notamment pour favoriser les ultra-riches, eh bien, ça veut dire qu'on a des gens qui avancent. On a beau leur dire, votre politique nous mène dans le mur, et ils y vont droit. Je reviens sur la commission d'enquête que vous voulez créer autour de ce budget. Celle qui a le mot de la fin, presque, c'est Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous êtes sûr qu'elle va vous suivre? J'espère. Je ne vois pas pourquoi elle ne suivrait pas, parce qu'elle aussi, elle a envie de faire en sorte que l'Assemblée puisse jouer son rôle. Et dans le rôle de l'Assemblée, notamment vis-à-vis du budget, il y a un rôle de contrôle. Donc le meilleur moyen de contrôler, c'est de comprendre pourquoi on a des chiffres qui ont varié à ce point-là en un an. C'est utile pour l'avenir, mais c'est utile, je vous le dis aussi, pour la crédibilité du pays. Je pense que cette question joue plus que nos déficits sur éventuellement une augmentation des taux d'intérêt. Je vais vous poser une question à vous en tant que député de la France Insoumise. Est-ce que pour vous, la réduction de la dette, c'est une priorité?
Je vais vous dire pourquoi je vous pose la question après, je vous laisserai. Oui, la dette qui est prioritaire, c'est la dette écologique. Alors non, mais la dette financière, est-ce que c'est une priorité? Parce que Jean-Luc Mélenchon, pendant la campagne présidentielle, estimait que la Banque Centrale Européenne, par exemple, qui détient 25% de la dette, pourrait tout simplement l'annuler. Est-ce que vous êtes là-dessus, vous aussi? Ah, moi, je l'étais, oui, sur la dette Covid. On parlait de la dette Covid. Oui. Hein. Mais aujourd'hui, par exemple, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'une partie de la dette soit... Laissez-moi vous répondre, parce qu'on est... Juste prendre quelques secondes pour répondre. La dette Covid, pour que les téléspectateurs comprennent, c'est une dette qui a été spécifique, parce que la Banque Centrale Européenne a enfin accepté que l'État de prêter directement aux États, et non pas par les marchés. Donc c'est 20% de la dette qui correspond à une situation exceptionnelle, chacun pourra le convenir. Et oui, je pense qu'au lieu de traîner cette dette pendant des années et donc de baisser les dépenses publiques, etc., on aurait mieux fait de l'annuler. Ce n'est pas ce qui a été fait, mais on aurait mieux fait de l'annuler. Mais pour revenir à la dette d'aujourd'hui, vous dites que c'est une priorité quand même de s'y attaquer. Pas seulement la dette écologique. Aujourd'hui, la dette qui est... La dette financière. Le problème de notre dette aujourd'hui, c'est moins son montant que la raison pour laquelle elle est née. Mais c'est une priorité pour vous de la réduire. Mais je n'arrive pas à comprendre si c'est une priorité pour vous de la réduire ou pas. Je vous dis, la priorité, c'est d'arrêter de gonfler la dette de manière insupportable. Gonfler la dette pour faire des cadeaux fiscaux plus riches, chacun le comprendra, c'est pas supportable. Gonfler la dette avec 62 milliards de recettes en moins, qui bénéficient largement aux 1% des Français des plus riches, qui ont vu, Francis Letellier, la part de leur patrimoine dans la richesse nationale passer de 20% en 2017 à aujourd'hui 45%. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? 500 personnes possèdent près de la moitié de la richesse. Ça, c'est insupportable. Par contre, si on a une dette qui sert à investir dans l'avenir, pour l'avenir, dans la transition écologique, Monsieur Draghi, au niveau de l'Europe, pense qu'il faut 800 milliards. Là, c'est une dette qui vaut le coup. Toute la question aujourd'hui, c'est qu'on n'investit pas dans la transition écologique et on provoque quand même une dette à cause de ces cadeaux plus riches. On va accueillir Nathalie Moret pour sa carte blanche, journaliste politique dans les quotidiens régions du groupe EBA. Bonjour Nathalie. Bonjour Francis, bonjour Éric Coquerel. Bonjour. Et on va parler d'une femme du nouveau Front Populaire. Oui, je vais vous parler à nouveau de Lucie Castet, dont vous avez beaucoup parlé cet été. Et si je vous en reparle aujourd'hui, c'est que l'ancienne candidate à Matignon pourrait être candidate dans le département de l'Isère, puisqu'il y a une place qui se libère, une place de députée. Est-ce que vous militez pour sa candidature? Alors déjà, je milite pour qu'elle reste notre candidate pour Matignon. Et quand je dis je milite, avec France Insoumise. J'ai bien compris. Parce que si nous battons le gouvernement avec une motion de censure, M. Macron aura deux choix. Mais ce serait peut-être plus facile si elle était députée. Appeler un gouvernement Nouveau Front Populaire ou démissionner. Et dans ces cas-là, on a une première Maintenant, ministre sur la question de Nathalie. Qu'on a choisi, en Isère. Je vais lui répondre. Oui, je trouve que ça serait positif. Moi, je suis pour cette solution. Alors, c'est une mais bien évidemment, il faut dans ces cas-là que, puisqu'elle remplace un député insoumis, qu'elle vienne dans le groupe France Insoumise, ce qui est logique. Et vous en avez la garantie ou... Ah, je ne sais pas. Là, je n'ai pas plus d'infos. Mais vous êtes pour sa candidature là-bas? Et qu'elle à partir du moment, bien sûr, où elle vient éventuellement en apparenté, comme Émeric Caron par exemple, dans le groupe France Insoumise. Si je vous en parle, c'est parce que le député insoumis Hugo Prévost a démissionné cette semaine. Vous l'aviez auparavant exclu. Il est accusé de violences sexuelles. Alors, il n'y a aucune, pour l'instant, plainte déposée. Et pourtant, vous l'avez exclu. C'est quoi? C'est la jurisprudence Castenin? Parce que non, c'est pas une jurisprudence Castenin, c'est que là, pour le coup, notre commission qui est chargée des violences sexuelles a été interpellée et sur de très nombreux cas. Et l'addition de ces cas laissait guère de doute sur ce qui se passait. Et lui-même, quelque part, l'a admis d'ailleurs en disant qu'il comprenait le fait qu'il y ait cette exclusion. Donc voilà la situation. D'accord, c'est très clair. Dernière question. Un mot sur le nouveau Front Populaire. Vous êtes encore loin d'être unis au sein de votre groupe. Et on l'a vu cette semaine à l'occasion de l'élection du président de la Commission des Affaires sociales à l'Assemblée nationale. Vous, LFI, enfin vous les Insoumis, vous n'avez pas voté pour le socialiste Jérôme Guedj, qui est ouvertement anti-Mélenchon. Est-ce que vous craignez que cet épisode qui s'est vu, qui a été remarqué, laisse des traces? Non, je ne crois pas. Il n'y a pas que nous. Il y a des écologistes qui n'ont pas voté non plus pour lui. Bon, tout simplement, ce qu'il faut bien comprendre, ils avaient un candidat, M. Delaporte, et la veille, ils ont changé le candidat, M. Guedj. Et M. Guedj a mené une campagne où il n'a pas voulu l'étiquette Nouveau Front Populaire. Il a même dit « je ne veux pas des voix des Insoumis ». Il a même dit récemment qu'il pensait que le Nouveau Front Populaire, ça devait s'arrêter et que les alliances avec nous étaient insupportables. Donc, comment voulez-vous que dans ces cas-là, on vote pour quelqu'un qui dit qu'il ne veut pas de notre voix? Il ne veut pas de notre voix, il n'a pas nos voix. Ce qui est dommage, c'est que M. Delaporte était au premier tour en tête et qu'il n'a pas... Autre député socialiste. Mais il n'était pas candidat, il n'était plus candidat. Oui, peut-être, mais
je pense que la solution, c'était que M. Guel sortir. Mais il faut bien comprendre aussi que de toute façon, ni l'un ni l'autre aurait été élu, parce qu'à la fin, le différentiel entre la droite et les macronistes et nous, malheureusement, était en faveur de la droite et des macronistes. Merci Nathalie. Il y a eu des intempéries cette semaine et l'Assemblée nationale, ça fuyait un petit peu. On a vu des vidéos qui tournaient, on a vu qu'il y avait besoin de travaux à l'Assemblée nationale. Ça tombe bien parce que le budget de l'Assemblée nationale va augmenter, celui du Sénat aussi, et celui de l'Élysée. Plus 3 millions pour 125 millions l'année prochaine. Le ministre du budget a dit, écoutez, c'est clair, c'est les parlementaires qui vont accepter de voter ou pas l'augmentation des budgets de l'Assemblée, du Sénat ou de l'Élysée. Est-ce que vous voterez ces augmentations de budget? Pour l'Assemblée, je les voterai, oui. Je vous ai plus au cas, c'est que cette somme, elle est composée juste d'une hausse de l'inflation. Et puis d'autres choses, c'est que là, il se trouve, l'Assemblée n'y peut rien, mais que la dissolution a coûté très cher à l'Assemblée nationale. Et à l'Élysée, est-ce que vous voterez le... À l'Élysée, non, je voterai contre, parce que figurez-vous, là, j'ai pas les chiffres exacts, mais alors depuis 2017, le budget de l'Élysée est exponentiel, et en l'occurrence, ça n'a aucun rapport avec les coûts d'une dissolution. Donc je pense que voilà, ça suffit peut-être d'avoir des augmentations année après année de ce type. Vous allez aller jusqu'à demander des comptes à l'Élysée sur l'argent? Mais bien sûr, ça fait longtemps qu'on demande des comptes de ce point de vue-là. Vous me permettez de conclure sur une chose? Dites-moi, vous voulez dire quelque chose? Oui, je voulais vous parler de Jabalia, aujourd'hui, qui est une enclave au nord de Gaza. 300 000 Palestiniens, et depuis hier, c'est documenté par l'ONU, il y a des massacres de masse, des gens qui sont exécutés, et donc le génocide est bien en cours à Gaza. C'est pas possible. Maintenant, la France doit prendre des mesures unilatérales par rapport à Israël. On a un pays qui envahit son voisin, qui bombarde maintenant le quartier général de l'ONU et qui, en plus de ça, continue un génocide à Gaza. La France ne peut pas se contenter d'injonctions, elle doit prendre des mesures unilatérales. C'est plus acceptable. Merci Éric Coquerel d'avoir accepté notre invitation dans Dimanche en politique, à retrouver sur le site ou l'application France Info rubrique magazine et sur la plateforme France.tv. Dimanche en politique continue.